Alors pour cet exercice-là, nous avons une courbe, représentative d'une fonction et la première question est la suivante: est-ce qu'on représente, la hauteur en fonction du temps ou le temps en fonction de la hauteur? On me dit que c'est de 0 à 3 secondes, hein, donc finalement c'est, ici on a la hauteur et ça c'est en ordonnée et en abscisse on a le temps. Par conséquent, c'est la hauteur en fonction du temps. On représente la hauteur en fonction du temps. Deuxième question. On pourrait dire il y a 3 questions supplémentaires, donc il y en a 4 en tout. Lire graphiquement. La hauteur de la balle à l'instant t égale 2,5. À l'instant t égale 2,5. Donc on a ici la hauteur. Donc je vais lire sur l'axe des ordonnées et je trouve 1,25. Donc finalement, à l'instant t égale 2,5 secondes, la hauteur est de 1,25 mètres. Question B. Au bout de combien de temps la balle retombe? On retombe par terre au bout de 3 secondes. La balle retombe à terre au bout de 3 secondes. C. La hauteur maximale de la balle est l'instant où la balle atteint cette hauteur maximale. Donc la hauteur maximale est de 2,25 mètres environ et elle est atteinte, cette hauteur-là, à l'instant t égale 1,5 secondes. La hauteur maximale est d'environ, on n'oublie pas qu'on est en train de faire de la lecture graphique, hein, c'est de l'approximation, hein, 2,25 mètres, et c'est à l'instant t égale 1,5 secondes. 2C, c'est fait. Donc on passe à 2D. Les instants où la balle est à la hauteur de 2 mètres. Donc je vais prendre ma règle, 2 mètres. Donc là, on a 2 points d'intersection. L'instant t égale 1 seconde, comme vous pouvez le voir, et l'instant t égale 2 secondes. Voilà. Donc la balle est à la hauteur de 2 mètres à l'instant t égale 1 seconde et t égale 2 secondes. On passe à l'exercice suivant. Donc ici, on a un arbre. On doit déterminer la hauteur de cet arbre. Et normalement, on aura remarqué qu'il y a là 2 triangles rectangles. Il y a celui-ci, le premier SAO, et un deuxième que je vais mettre en vert qui sera ce sera AOP. Donc ici, pour cet exercice, il va falloir se rappeler un petit peu de la trigonométrie. Il me semble que certains n'ont pas trop suivi la leçon de trigonométrie, donc je vais essayer de faire un petit rappel. Donc là,
ce que je vais faire un petit schéma. Donc, S, A, O. Donc, on va se placer dans un triangle rectangle. On ne peut utiliser la trigonométrie que dans un triangle rectangle. La hauteur, on part du principe qu'une hauteur, elle est toujours verticale au sol, donc c'est toujours un angle droit. Donc ici, on a un angle droit. La hauteur va former un angle droit avec l'horizontale. Donc on va se placer dans SAO rectangle. Donc on a un triangle, hein. Attention, SAO c'est un triangle, il est rectangle en A. On peut utiliser donc la trigonométrie. Donc je connais la longueur OA qui fait 15 mètres, on connaît l'angle ici qui mesure 45 degrés et je cherche SA. Donc finalement, si je me repère bien un petit peu, donc, je rappelle, ça c'est l'hypoténuse, SO c'est l'hypoténuse, il n'est pas du tout concerné. Je cherche l'opposé, j'ai le côté adjacent. Donc normalement on a un moyen mnémotechnique, c'est celui-ci, K, So, Toa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le cosinus, c'est le rapport de la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Le sinus, c'est le rapport de la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Et la tangente, c'est le rapport de la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Adjacent, c'est le côté qui touche le sommet de l'angle, autre que l'hypoténuse. Bien entendu, le côté opposé, il est repérable, c'est ce qu'il y a en face. Donc ici, on cherche l'opposé, on a le côté adjacent, et on a la mesure de l'angle. Donc finalement, on a la tangente de l'angle ici qui s'appelle SOA. Donc c'est opposé sur adjacent. Donc je vais prendre SA sur OA. À ce moment-là, on remplace quand on a les valeurs numériques. Donc l'angle mesure 45 degrés. Je cherche SA, donc je ne le connais pas, je laisse tel quel. Et je connais OA qui fait 15 mètres. Donc quand on arrive ici, normalement on fait un produit en croix. Donc je vous rappelle, n'importe quel nombre est égal à ce nombre-là divisé par 1. Donc si je cherche SA, je vais faire 15 fois tangente de 45 divisé par 1, mais c'est juste pour savoir si on doit multiplier ou on doit diviser. Donc c'est juste pour ne pas faire d'erreur. Donc on va faire 15 fois tangente de 45. Et ça me fait, donc normalement on divise par 1, mais ça ne change pas le résultat, donc ça nous fait 15 mètres. Donc ça, SA mesure 15 mètres. Donc on a compris le principe, normalement. Donc on va se placer maintenant dans le triangle APO, dans APO rectangle en A. On a la tangente d'un angle qui fait 25 degrés, c'est égal à AP sur 15. Donc je vous rappelle là, ici, 15. Donc le segment qui fait 15 mètres, c'est le même. Je vais le mettre en noir pour qu'on puisse bien le voir. Donc celui-ci. Voilà. Donc je cherche toujours AP qui est le côté opposé, hein. Donc je vais faire un produit en croix. C'est exactement le même principe que ce qu'on a fait avant. Donc AP, AP va être égal à 15, mais maintenant on va multiplier par tangente de 25. On prend la calculatrice et on fait 15 fois tangente de 25, pardon. Et ça va me faire environ, si je dois arrondir au dixième près, 7,0 mètres. Donc, pourquoi? Parce que j'ai 6,994, 6, ainsi de suite. Donc quand je coupe ici, donc si je veux un chiffre après la virgule, je regarde le chiffre qui suit. Ça a un 9. Donc ce nombre-là, il est compris entre 6,9 et 7.
7,0. Donc finalement, le plus proche, c'est lui. Donc 7 mètres. Donc ça, c'est l'arrondi, au dixième près. Donc là, on a la longueur AP, on a la longueur SA, donc je peux avoir la hauteur. La hauteur n'est rien d'autre que la somme de ces deux longueurs. C'est SA plus AP, ce qui nous fait environ, parce que ce n'est pas une vraie valeur, c'est une valeur approchée, hein. Donc là, ça va être à peu près. Autant pour moi. Donc c'est à peu près égal à 15 mètres plus 7 mètres, ce qui nous fait 22 mètres. La hauteur de cet arbre est d'environ, parce que ce n'est pas la valeur exacte, c'est une valeur approchée, 22 mètres. Et voilà. Deuxième question. Donc là, on a un tableau. Dans un second temps, ils effectuent une mesure de diamètre sur chaque arbre et répertorient toutes les données dans la feuille de calcul suivante. Donc, on a cette feuille de calcul et la première chose qu'on va me demander, c'est de me dire qu'est-ce que je dois mettre dans la cellule M2 si je veux calculer le nombre total des arbres dont on a pris la mesure. Donc là, normalement, donc ce que l'on doit retenir, c'est que dans un tableur, une formule, ça commence toujours par le signe égal. Donc là, je veux la somme de toutes ces valeurs. Donc, pour faire la somme, j'écris somme. J'ouvre la parenthèse, c'est une fonction qui va s'appliquer à quelque chose. Donc, on va finalement additionner donc, les valeurs. On part de la cellule B2 jusqu'à la cellule L3. Donc, ce que je vais écrire, donc je vais écrire B2, deux points, c'est pour dire jusqu'à la cellule L2. Donc, la cellule L2. Et voilà. Donc, pour la question suivante, on me demande de calculer la moyenne. Juste pour dire, normalement, un tableur peut aussi calculer la moyenne. Donc, ce qui va changer par rapport à la formule précédente, c'est que au lieu d'écrire somme, on va écrire moyenne et on va lui dire de calculer les moyennes des valeurs qui sont contenues dans la cellule B2 jusqu'à la cellule L2. Et voilà. Donc ça, ce n'est pas demandé, mais je le donne quand même. Maintenant, pour calculer la moyenne, là, on va calculer une moyenne pondérée. Donc, normalement, ce qu'on doit faire, c'est que l'on doit multiplier les valeurs par les effectifs. Donc, 30, je ouvre ma parenthèse, 30 fois 2 plus 35 fois 4 plus 40 fois 8 plus 45 fois 9 plus 50 fois 10 fois 10 plus 60 fois 14 plus 65 fois 15 plus 70 fois 11 plus 75 fois 4 plus 80 fois 3 et je divise ça par la somme des valeurs, c'est-à-dire 2 plus 4 plus 8 plus 9 plus 10 et ainsi de suite. Donc 2 plus 4, la somme des effectifs, plus 8 plus 9 plus 10 plus 12 plus... Ah oui, j'ai oublié le 55, là je viens de me rendre compte. Donc je vais rajouter le 55 fois 12. Plus 60 fois... Ah, mince. Autant pour moi. Donc je reviens. Tac, tac, tac. Allez.
On repart. Donc on était à 12, 14, 15. Voilà. Plus 14, plus 15, plus 11, plus 4, plus 3. Normalement, vous mettez ça dans votre calculatrice et vous aurez le résultat. Alors, avec la calculatrice, on trouve à peu près 57. Donc, parce que je trouve 56,63. Et donc, si je coupe à l'unité près, donc le chiffre qui vient après, c'est 6. Donc, je rajoute 1 au dernier chiffre, donc 57. Donc, le diamètre moyen est d'environ 57 centimètres. On va passer à l'exercice suivant. Donc, cet exercice-là, il est plutôt connu normalement par vous parce qu'on l'a déjà vu et on l'a déjà corrigé, mais je le rappelle au cas où. Donc, sachant qu'il se répartissent à 428, mais il reste 37, donc il va falloir que l'on fasse 428 moins 37 pour savoir combien il y a exactement de ballons répartis équitablement. Donc je fais 428 moins 37, ce qui nous fait 391. Donc ils se répartissent 391 ballons équitablement. Alors, donc on va décomposer 391. Ça nous fait 17 fois 23. On m'a posé la question pourquoi on utilise les nombres premiers et non pas les nombres simples. Alors, donc c'est juste pour essayer de donner un nombre, je ne sais pas, un nombre pour trouver les diviseurs, tous les diviseurs d'un nombre. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est on va utiliser la décomposition. Alors, donc je vais prendre un nombre, je ne sais pas, 2 fois 3 fois 3 par exemple. Donc 2 fois 3 fois 3. Ce nombre-là, c'est 18. Donc quels sont tous les diviseurs de 18? Bon. Dites-vous que 18, c'est quoi? C'est 2 puissance 1 fois 3 puissance 2. Combien y a-t-il exactement de diviseurs? Pour savoir combien de diviseurs, je vais vous parler de choses qui vont peut-être vous paraître difficiles. Normalement, je regarde les exposants. Donc, et je rajoute 1. Et je vais les multiplier. Donc, l'exposant de 2, c'est 1. Donc, je vais rajouter. Donc, je vais faire 1 plus 1. Je vais multiplier le résultat de ça par 2 plus 1. Donc, ce qui nous fait 2 fois 3, il y a 6 diviseurs. Pourquoi? Parce que je peux prendre aucun des facteurs et dans ce cas-là, j'ai 1. Premier. Je peux prendre le premier, donc celui-ci, une seule fois. Je peux pas plus, mais je peux moins. Je peux le prendre aucune fois. Je peux prendre ce facteur-là une fois seulement, mais pas celui-ci. Je peux prendre deux fois ce facteur-là seulement, donc 9, pas celui-là. Je peux prendre une fois ce facteur et celui-ci. Donc 2 fois 3, 6. Et donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il reste un sixième diviseur. Ben, je prends 2 une fois et 3 deux fois. Donc 2 fois 3 fois 3, ce qui nous donne 18. Et là, on a tous les diviseurs. Bon. De toute façon, les diviseurs sont forcément composés par les nombres premiers qui décomposent le nombre originel. Donc,
Donc, de toute façon, quand vous utilisez la décomposition, vous avez normalement tous les diviseurs. Donc là, de toute façon, là, ici, on n'a que deux nombres premiers, hein. Donc finalement, on a le choix. On part du principe que si on parle des enfants, il y en a plus d'un. Donc quelles sont les possibilités? Il y a 17, 23 ou 391 enfants dans ce village. On part du principe qu'il y en a plus d'un. Deuxième chose, on me dit 828 ballons cette fois-ci. La deuxième fois, et ils se sont répartis 828 ballons équitablement. Donc on va décomposer 828. Donc normalement, vous savez décomposer grâce à la calculatrice. Ce que ça nous fait? Ça nous fait 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 23. Donc vous voyez ici, il n'y a rien de commun à part le 23. Attention, hein, on n'aime pas, ça c'était une parenthèse juste pour expliquer quelque chose à quelqu'un qui m'a posé une question. Il n'y a rien de commun à part le 23. Donc, il y avait 23 enfants. De toute façon, ce nombre-là n'est pas divisible par 17, sinon il apparaît très clairement dans sa décomposition, sachant qu'il est le premier. Et il n'est pas divisible par 391 parce que sinon j'aurais 17 fois 23 dans la décomposition. Maintenant, combien avait eu chaque enfant? La première année, la première fois donc, chaque enfant a eu 17 ballons. La deuxième fois, chaque enfant a eu. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas pris? Donc, 2 fois 2 fois 3 fois 3. Donc, 4 fois 9, ce qui nous donne 36. 36 ballons. Donc ça, c'était juste pour le calcul, 36 ballons. Et voilà. Donc on peut passer à l'exercice suivant. Ici, nous avons des transformations. Alors, on va y aller. Donc, première chose, donc, alors, là, je vais appeler ce point-là, je vais l'appeler O. Bon. Parce que j'ai besoin de parler de ce point-là pour parler de rotation. Donc, on voit bien que la figure 1 est envoyée sur la figure 2 en le faisant tourner. Donc, il y a une rotation. 2 est l'image de 1 par la rotation. Maintenant, on va la décrire, on va la définir. La rotation, il me faut le centre, de centre O. On a le sens dans le sens antihoraire. Et maintenant, pour savoir quelle est la mesure d'angle, je regarde ce segment, c'est l'image de celui-ci. Donc, normalement, là, vous voyez la décomposition de cet angle-là. Il fait la même mesure. J'ai un angle de 90 plus la moitié de 90, c'est-à-dire 45. 90 plus 45, ça me fait 135. Dans le sens antihoraire, et dont l'angle mesure 135 degrés. Et voilà. On va passer au triangle, à la figure 3. Donc, deuxième transformation. Donc 3 est l'image de 1 par, non, ça c'est une symétrie axiale, l'axe c'est la droite AB, par symétrie
On n'est pas obligé de dire axial d'axe, donc je peux dire directement symétrie d'axe, et dans ce cas-là, on sait exactement que ça va être une symétrie axiale puisque ça a un axe et non pas un centre. D'axe, la droite, AB. Troisième transformation. Donc on regarde le 4. 4 est l'image de 1. Là, c'est clairement pas une translation. Et on voit bien que c'est le même déplacement qui va de A vers B. Donc, par la translation qui envoie A sur B. Quatrième transformation. La figure 5. Donc, je vais effacer ce que j'ai gribouillé sur la figure. Donc là, on voit bien que c'est un agrandissement, donc on se doute bien que c'est une homothétie. Hein. Donc 5 est l'image de 1 par l'homothétie. Maintenant, il me faut le centre et le rapport. Pour savoir quel est le centre, ce que je vais tracer des droites là. Donc, hop, on se doute bien que le centre, ça va être A. Vous voyez bien, hop, ça s'aligne avec A. Donc, deux centres A. C'est pas le plus difficile de trouver le centre. Le rapport est de rapport maintenant. Donc comment je fais pour calculer le rapport? Donc je regarde ici, je prends deux segments que je compare. Donc par exemple ce segment-là, quelle est son image? C'est celui-ci. Et vous voyez que le segment en grand est 3 fois plus grand. Donc il fait 3 diagonales, celui-ci n'en fait qu'une. Et vous voyez bien que donc le rapport est 3. Les longueurs sont multipliées par 3. Sinon je peux regarder ici, j'ai 6 diagonales, alors que là j'en ai 2. 6 divisé par 2, ça fait bien 3. Donc le rapport, c'est 3. Donc ça c'est positif parce que c'est du même côté par rapport au centre. La cinquième transformation, on va la voir. La cinquième transformation, c'est 6 et l'image de 1. Si on regarde bien, on a une symétrie centrale et le centre n'est rien d'autre que le point A, encore une fois. Donc je remets O, c'est pas pour pouvoir parler du centre, donc le point O. Donc là, symétrie centrale par la symétrie. Je ne vais pas dire la symétrie centrale de centre, sinon ça serait redondant, donc je vais dire la symétrie de centre A. Et voilà, donc pour cet exercice, et on va passer à la suite. Donc on va passer à cet exercice-là, donc là, hop, 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 petit 1, on me donne plein d'informations. Donc on me dit quelle est la longueur du segment OD. Donc quand on a un rectangle, je regarde en face, lui il fait 2 mètres, donc papap, OD égale JK égale 2 mètres. Et voilà, donc c'est fait, on passe à la suite. En utilisant HI égale HD moins IO moins OD, trouver que HI égale 2,4 cm. Bon, mètres, pardon. Donc HD, on l'a, 5 mètres. Ok. IO, on l'a, c'est 0,6. Et OD, on vient de trouver 2. Donc on va faire HI égale HD 6 mètres. C'est 5 mètres, pardon. Je vais retirer les 0,6 mètres de IO et je retire encore 2 mètres. Donc là, avec la calculatrice, si on n'arrive pas à faire de tête, parce que là, on fait 4,4 moins 2, on a à
2,4 et c'est bien ce qui est donné. Bon, voilà. Pour l'instant, c'est pas difficile. La troisième question, on me demande de justifier que OJ et OF et IF sont bien des droites parallèles. Donc normalement, on voit bien que les deux droites sont perpendiculaires à une même droite. Donc on a OJ qui est perpendiculaire à HD, à la droite HD, et la droite IF est perpendiculaire à la même droite qui est HD, hein. Donc là, je peux dire que OJ est parallèle à IF. Donc pourquoi? Donc je cite la propriété, je vais l'écrire, hein. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Et voilà. Donc je vais effacer pour me concentrer. Normalement, là, on vous dit parallèle tout de suite. Clic, ding, 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 ding. Ce que l'on va penser, c'est Thalès. Donc configuration Thalès. Donc je regarde ici. On a une configuration Thalès, 3 points alignés, 3 points alignés, 2 droites parallèles. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quel point? H, I et O alignés dans cet ordre. H, F et J alignés pareil dans cet ordre. Donc là, et en plus, je sais que la droite IF est parallèle à la droite OJ. Donc d'après le théorème de Thalès, je cite le théorème que j'applique. C'est important. On a donc quelles sont les égalités? HI sur HO, c'est égal à HF sur HJ. Ça va me servir à rien. Et on a IF sur OJ. Alors, donc on remplace. HI, on l'a trouvé tout à l'heure, HI c'est 2,4 mètres. HO c'est 2,4 plus 0,6, donc ça fait 3 mètres. Selon, voilà, 3 mètres, attention. Bon, je n'ai pas HF, je n'ai pas HJ, mais on en a cure. Ce que je cherche, c'est IF, et on a OJ qui fait 5 mètres. Donc on va mettre côte à côte pour que ça soit bien visible. 2,4, 3, c'est IF sur 5. Donc là, IF, normalement, le produit en croix, on multiplie en diagonale et on divise par la troisième valeur. Donc on va faire 5 fois 2,4 divisé par 3. Ce qui nous fait 5,8. Oh non, autant pour moi, je n'ai pas multiplié. Ce qui nous fait 4, pardon. Donc là, ça me fait 4. La longueur du panneau, donc là, il va falloir que je réponde par une phrase, hein. Donc là, il faudra que je réponde à cette question. La longueur du panneau. Du panneau qui devra être ajouté.
est de 4 mètres. On passe maintenant à la suite, donc le dernier exercice. Donc quel est l'effectif total? Pour répondre à cette question-là, bon, les effectifs, on les additionne, on a l'effectif total. Donc 600 plus 800 plus 1800 plus 1200 plus 600. Ce qui nous fait 5000. Donc je réponds à la question. L'effectif total est 5000. Petit 2. Le cultivateur peut seulement les conditionner dans des tubes de 20 cm de long. Quel pourcentage de cette production a-t-il pu conditionner sans plier les gousses? Donc, je prends ça, ça c'est bon, ça c'est bon, ça non, parce que ça dépasse 20, sinon je suis obligé de les plier. Donc, combien j'ai? 600 plus 800 plus 1800. Ça me fait combien? Ça nous fait 3200. Donc 3200 sur... Là, on parle de proportion, d'accord? Le pourcentage, c'est une proportion. Sur combien? Il y a combien en tout? Il y a 5000. Donc je vais faire 3200 divisé par 5000. Et si je veux le pourcentage, je vais multiplier par 100. D'accord? Donc pour se ramener pour 100, donc ça, je vais multiplier par 100 et on trouve 64. Donc 64% sans les plier. 64% des gousses n'ont pas été pliées. Voilà. Troisième question. La Chambre d'agriculture décerne une récompense, un label de qualité aux agriculteurs si, deux conditions, la longueur moyenne des gousses de leur production est supérieure ou égale à 16,5 cm, et en plus, plus de la moitié des gousses de leur production a une taille supérieure à 17,5 cm. Donc là, je vais quand même calculer la moyenne, même si cette condition-là n'est pas... comment dire, n'est pas vérifié, hein. Donc comme vous pouvez le constater ici, déjà 1200 plus 600, ça fait 1800. Donc là, ici, 1800 seulement qui sont au-dessus de 17, donc au-dessus de 17,5. Par conséquent, il ne pourra pas avoir le prix. Donc, mais je me demande, est-ce que je suis obligé de calculer la moyenne, sachant qu'on a déjà fait un exercice où on a vu comment on fait pour calculer la moyenne. Donc je ne vais pas calculer la moyenne. Donc normalement, je vous donne quand même le calcul de la moyenne, hein. Donc je fais 12 fois 600 plus 15 fois 800 plus 17 fois 1800 plus 22 fois 1200 plus 23 fois 600 et on va diviser par 5000. Voilà, donc ça c'est pour la moyenne, mais bon, de toute façon, il ne va pas recevoir à cause de quoi? Parce que seulement 1800, hein, moins de la moitié, hein, 1800 gousses ont une taille supérieure à 17,5 cm. Ont une taille supérieure à 17,5 cm. Et voilà. Donc non, normalement, donc il n'a pas le prix. Donc il ne recevra pas le label. Donc il ne reçoit pas le label.
Et voilà, donc on s'arrête là.